Vous avez certainement un jour pu voir un tableau qui est photoréaliste. En général, c'est assez facile à reconnaître. Il s'agit le plus souvent de tableaux qui sont dessinés que l'on va prendre pour des photos. Ils ont la fâcheuse tendance de vous intimider, de vous complexer, mais savez-vous qu'une grande partie de ces tableaux ont été réalisés grâce à une ou plusieurs aides au dessin? Je ne pense pas, non. Alors dans ce podcast, je vais vous parler des choses que l'on ne vous dit pas sur le photoréalisme. Je vous conseille donc de vous poser sur votre canapé, prenez une tasse de thé, cuisinez ou peignez. Je suis Nadège et maintenant nous allons passer un peu de temps ensemble. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le photoréalisme ? Alors pour commencer, le photoréalisme, c'est une représentation qui est photographique. C'est quelque chose qui est plutôt froid, qui ressemble à un dessin très scientifique, quelque chose qui est fait à la loupe, où on représente chacun des pores de la peau d'un portrait, chacun des cils individuels, on les voit sur ce portrait qui est dessiné. En général, la technique qui va être utilisée pour dessiner ce type de tableau, c'est souvent un médium de précision de type crayonné. On va voir beaucoup de graphite, éventuellement du fusain, mais beaucoup de graphite, ou bien quelquefois aussi tout ce qui est crayon de couleur, etc. Assez souvent, ce sont des médiums de précision et non pas forcément des médiums, on va dire, peints, qui sont un peu plus abstrait, aléatoire, qu'on peut un peu moins contrôler. La composition de ces tableaux est souvent pauvre, quelquefois un peu vulgaire, je dirais. J'en ai vu certains, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais sur Instagram notamment, il y avait quelques dessins photoréalistes qui tournaient. Donc certes, la représentation paraissait assez anodine, mais cette représentation suggérait quand même beaucoup de choses. Donc assez souvent, c'était le portrait d'une femme qui avait l'air d'être très joyeuse, hein, on va dire ça comme ça, et qui avait souvent un liquide sur le visage. Donc je ne vais pas rentrer dans les précisions, je trouve ça assez moche pour ma part. Donc la composition est pauvre. Donc si elle n'est pas vulgaire, en fait, ça va être juste la représentation totalement photographique sans qu'il y ait de réel travail de composition derrière. En général, c'est souvent des tableaux qui vont être faits pour un spectacle, pour bluffer, pour montrer ses compétences artistiques et surtout plutôt techniques, je dirais même. Voir qu'une personne sait représenter de façon très précise quelque chose, une photo, tel un photocopieur, eh bien c'est ça qu'on nous montre. Ça bluffe, effectivement. C'est une curiosité qui impressionne, ça peu d'impact émotionnel, mais ça impressionne énormément parce que effectivement, un homme qui peut réaliser la même chose qu'une photo, c'est impressionnant. C'est à noter dans le Guinness des records en quelque sorte, mais sauf que derrière, il y a quand même énormément de travail. Cette curiosité marche énormément sur les réseaux sociaux. Donc, comme ça marche sur les réseaux sociaux, il y a une surenchère sur ce type de représentation. Alors, assez souvent, des artistes, plutôt que d'explorer de nouveaux univers, plutôt que d'essayer de composer des choses un peu plus originales, restent en fait coincés dans ce type de représentation qui marche et qui font beaucoup de vues. Mais les réseaux sociaux, c'est là que le piège est sur les réseaux sociaux. Parce que on va vous montrer certaines choses, en général le meilleur, et il y a des choses qu'on ne va pas vous montrer. Donc, on va vous montrer quoi ? On va vous montrer en général une ébauche qui a été préalablement tracée, une ébauche vraiment nette, sans rature. Donc en général, quand il n'y a pas de traces de gomme, quand il n'y a pas de tracé légèrement hésitant avec une différence dans l'appui sur le crayon, etc., ça, je peux vous dire que c'est suspect. Alors assez souvent, quand vous verrez quelqu'un, faites l'expérience sur YouTube par exemple, regardez. Et quand quelqu'un commence avec un tracé vraiment bien net, je peux vous assurer que c'est un peu suspect, ça. On vous a pas montré ce qu'il y avait avant, clairement. Donc, on vous montre une ébauche qui a été tracée, qui est nette, sans rature, qui est délimitée, mais de façon très nette, très précise. On
vous montre en général la photo qui a servi de référence. Le but, il est affiché. Le but, c'est une extrême ressemblance avec cette photo qu'on vous montre. Et le but final, c'est de vous montrer la ressemblance entre la photo et ce que j'ai réussi à réaliser. Regardez, je sais reproduire une vraie photo, je suis un appareil photo. Donc, on vous montre en général la photo pour que vous évaluiez en fait les compétences de la personne qui a dessiné. Ce qu'on vous montre également, c'est le résultat final. Donc c'est le résultat bluffant. En général, c'est des formats grandioses, donc énormes, qui nous permettent de voir tous les petits détails de pores, de la peau. Quelquefois même, ça va jusqu'à des petits poils en fait sur le visage. Alors je sais pas qui, mais moi personnellement, quand je suis dans la rue, quand je regarde quelqu'un, eh ben en fait, je ne vois pas de pores, je ne vois pas de petits poils, je ne vois pas la disposition des cils d'une certaine manière en fait, certains en haut, d'autres en bas, d'autres à gauche, de façon individualisée. En général, quand on regarde le visage d'une personne, on voit l'ensemble et on ne regarde pas le moindre petit poil qui dépasse, le moindre petit grain de peau. Tiens, là tu as un petit bouton ici, bon à part s'il est énorme, et en gros, le résultat final de ces tableaux qui sont photoréalistes, ben en fait, on voit tout à la loupe. Donc c'est pas forcément très flatteur si on prend la photo nette telle qu'elle, sans Photoshop, mais en général, bon, c'est quand même très esthétique ce qui est fait, faut l'avouer. Alors l'autre chose par contre, c'est qu'on ne vous montre pas d'autres choses. On ne vous montre pas l'utilisation des éventuelles aides au dessin, et c'est de ça dont je vais parler surtout tout à l'heure. Et on ne vous montre pas les prises de mesure qui ont été réalisées, certainement avec des règles, certainement au millimètre près. On ne vous montre pas non plus le temps réel de la réalisation du tableau. On ne vous montre pas forcément le temps que prend chacun des coups de crayon qui vont être posés sur le papier. On ne vous indique pas le temps de la réalisation, c'est-à-dire est-ce que ça a pris quelques jours, quelques semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Donc ça, on ne vous le dit pas, on ne vous le montre pas. On vous montre quelque chose, un résultat fini, avec en général un time-lapse. Vous avez l'impression que c'est très très facile, que ça va très vite, et la personne, en fait, clairement, elle maîtrise, c'est énorme, quoi, c'est un surhomme. On ne vous montre pas non plus les échecs, parce que je peux vous assurer que tout dessinateur, quel qu'il soit, fait des petites erreurs, quel que soit son niveau. Au début, peut-être ce sera un peu plus visible, certes, il y aura un peu plus de gomme, etc. À la fin, on utilise moins la gomme, puisqu'on sait que au début, ça sert à rien de trop appuyer sur son crayon. Il faut tout simplement faire des tracés très légers au début et petit à petit appuyer. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser cette gomme, même si le trait est corrigé par la suite. Donc, on ne vous montre pas les échecs, et pourtant, il y en a. On ne vous dit pas non plus le bagage de l'artiste. Combien d'années d'études peut-être il a faites dans les arts graphiques, combien d'années d'entraînement il a à son actif. On ne vous dit pas tout ça, on vous montre juste une personne, un homme, un humain en train de réaliser quelque chose qui est de l'ordre du robot, robotisé. Donc quand vous voyez ça, forcément vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça vous décourage de suite, vous ne pouvez pas faire la même chose. Donc vous ne prenez même pas le crayon, vous ne prenez pas la peine d'essayer de dessiner parce que là c'est pas de votre niveau et vous vous dites ça sert à rien de commencer. Donc c'est très très décourageant. Mais savez-vous que ça cache quand même quelque chose? La majeure partie, enfin une bonne partie des tableaux comme ça supra-réalistes, des tableaux photoréalistes que vous voyez, assez souvent, il va y avoir des aides au dessin juste avant. Donc souvent dans la partie de l'ébauche. Et ça, on ne vous le montre pas justement. Et je vais parler des aides au dessin que l'on peut utiliser majoritairement quand on fait du photoréalisme. Donc tout d'abord, on peut avoir le quadrillage. Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé. Il y en a certains qui sont plutôt honnêtes, on va dire, sur leur procédé et qui montrent l'intégralité de ce qu'ils font, ainsi que leurs tout petits carreaux, minuscules carreaux qu'ils font sur le papier pour pouvoir dessiner
tel le contremaître en quelque sorte, tel l'architecte, de façon très très précise, chacun des points qui sont reliés d'un carreau à l'autre, etc. Alors là, clairement, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire, c'est horrible, c'est c'est une vraie torture. Quand je vois ça, je me dis non, je zappe de suite, je ne peux pas regarder. C'est horrible, c'est une torture à regarder pour moi. Donc le quadrillage, je le conçois, mais pas avec des mini carreaux d'un centimètre sur un centimètre, quoi. C'est pas possible. Donc, mais en général, donc quand il y a des mini carreaux, c'est que là, on compte un peu trop sur les carreaux et un peu moins sur ses habiletés en dessin. Mais voilà, certains le montrent. Donc voilà, donc le quadrillage. Il va y avoir aussi le diviseur d'échelle proportionnelle. Alors là, c'est quelque chose en fait qui est un peu plus de l'ordre du compas, un peu plus instinctif. Les mesures vont être prises en quelque sorte pour reporter une échelle correcte sur un tableau qui est un peu plus grand. Donc, je dirais que là, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise de temps à autre quand il s'agit de représenter des tableaux ou des portraits un peu plus grands sur un support que je ne veux pas salir, par exemple, avec du fusain. Donc, je vais peut-être utiliser le diviseur d'échelle proportionnelle. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un compas avec deux extrémités différentes qui ressemblent à un ciseau. Et il y a un côté du compas qui prend les mesures de notre support, enfin de notre sujet à peindre, et l'autre côté du compas qui donne la proportion que l'on souhaite pour le tableau que l'on peint. Donc si vous souhaitez savoir ce que c'est, regardez, tapez la recherche diviseur d'échelle proportionnelle. Je sais que les Anglais, et moi j'aurais plus tendance à dire diviseur proportionnel parce que voilà, ils mangent l'échelle entre deux. Donc si on traduit littéralement, effectivement ça fait diviseur proportionnel, mais en fait c'est un diviseur d'échelle proportionnelle. Donc ensuite il y a aussi le vidéoprojecteur. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne montre, mais alors pas du tout. Clairement le vidéoprojecteur c'est une sorte de calque. En fait vous projetez sur le tableau toute une photo. Toute la photo que vous avez prise, la photo est projetée exactement au bon endroit sur le tableau. Et vous n'avez plus qu'à contourner tous les traits que vous voyez. Donc là ça peut être un bon outil pour certaines personnes, effectivement, qui font d'énormes tableaux et ça éviterait de faire un quadrillage un peu trop long avec des quadrillages qu'il faut peut-être effacer à la fin, etc. Mais voilà, ça on ne vous le montre pas en général quand on utilise un vidéoprojecteur. L'autre chose, il y a aussi du papier de transfert. Le papier de transfert, c'est une sorte de calque, mais un calque qui ne vous projette pas le sujet à l'envers, en fait, quand vous le remettez sur la toile. Donc, c'est un papier qui est enduit d'une certaine encre qui vous permet ensuite de reporter le dessin, le même dessin que vous avez fait, ou une photo, hein, voilà, sur votre support à peindre. Donc ça c'est utile aussi pour les personnes qui peignent ou qui dessinent sur des supports un peu fragiles, par exemple si on dessine à l'aquarelle, enfin si on peint à l'aquarelle et qu'on a peur de gommer sur son papier pour éviter d'enlever tout ce qui est induction, ou alors si on a peur de faire des petites ratures, des petits traits qui risquent d'être parasites sur un support pour l'aquarelle où on sait que la peinture est censée être transparente. Bon, voilà, ça peut valoir le coup. Pareil, je crois que je le vois aussi, ceux qui font du pastel sec également, donc qui veulent garder la couleur du fond intacte. Donc, ils utilisent quelquefois le papier de transfert. En sachant tout cela, je pense que vous devez être un peu plus serein sur vos propres compétences en dessin. Et maintenant, une question se pose. Pensez-vous qu'utiliser des aides au dessin, c'est tricher? Alors n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Pour ma part, j'ai tenté d'y répondre dans un podcast long de 40 minutes sur Patreon. Si vous souhaitez m'écouter débattre sur le sujet, vous pouvez m'y rejoindre en cliquant sur le lien d'accès qui se trouve juste en bas dans la description. Ce podcast est maintenant terminé. S'il vous a plu,
je serais vraiment ravie et contente et ça me ferait très plaisir que vous le manifestiez justement par un pouce levé. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.